Donc, il peut arriver qu'il y a des cheveux qui ne poussent plus, comme la pelade, des pelades, des personnes qui ont ces plaques rondes auxquelles ça ne repousse plus, et d'autres, les plaques, c'est universel toute la tête, mais ça ne repousse plus. Mm. Ça dépend de si c'est Martine, automagie ou pas. c'est Martine. J'ai juste une petite question, s'il est possible, Anna. Dans le schéma qui est là, il y a un truc que je comprends pas. Les deux faces catagènes, à droite et à gauche. Alors, on le lit de haut en bas. Ah, Anagène, d'accord, d'accord. catagène, télogène. C'est pas en cercle. Ok, Et puis merci. bon, c'est une image, hein, donc c'est Oui, pas oui, mais merci. de rien. Voilà, donc là, on la rentre un peu dans les alopécies, à savoir que alopécie veut dire chute de cheveux en général. Anna, Oui. je crois qu'il y a Lucie qui veut parler. Oui. Alors, moi, je voyais plus personne, donc c'est pour ça que, voilà, Lucie. Je reviens sur les cycles tels qu'on les connaît, qui varient entre 4 et 5. J'avais d'ailleurs évoqué un cycle lors de la formation au mois de mars à Paris. Visiblement, aux États-Unis, ils auraient étudié la phase d'effluvium, où on nous indique qu'il n'y a plus de repousse possible, ou par le biais de certains traitements qui peut-être ne sont pas aujourd'hui autorisés en Europe, permettaient de réactiver la papille, le follicule pileux et à nouveau la croissance de cheveux, voire percer ce film qui vient se créer sur l'épiderme, auquel jusqu'ici on nous disait que ça empêchait toute croissance possible. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as connaissance ou que tu as pu voir à travers tes formations récemment? Alors, s'il y a un cheveu, donc s'il y a la racine, s'il y a le bulbe et puis la papille, donc qui est encore active, et le fait qu'elle n'arrive pas à percer, ça veut pas dire que le cheveu ne va pas sortir. Il va trouver un autre moyen pour sortir. Il va trouver le cheveu à côté et sortir dans le même follicule du même cheveu. Donc là, s'il y a ces traitements qui vont adoucir cette partie donc de l'épiderme qui s'est endurcie pour pouvoir aider le cheveu à pouvoir refaire sa surface, ça peut être possible. Moi, je les ai pas étudiés jusque-là ces choses-là, mais tant qu'il y a de la vie dans le follicule pileux, le cheveu il va sortir. Ça peut faire un poil encarné aussi si le cheveu ne sort pas de là. Donc Donc, possible que ces produits-là, donc ces traitements-là, vont adoucir, donc rendre perméable l'épiderme pour que le cheveu puisse sortir. donc si on a une chute d'effluvium, est-ce que là, cela veut dire qu'il n'y a plus tout d'activité possible? Alors si c'est un défluvium, c'est cicatrisé, donc il n'y a plus rien. S'il n'y a plus de graines, il n'y a pas de plantes. Donc il n'y a plus rien. Défluvium, c'est sur une cicatrice, le cheveu ne va pas pousser. Est-ce que ces traitements fonctionnent sur des personnes chauves ou bien Oui, alors visiblement, c'est ce qui est en train de se passer. D'arriver. Je l'ai vu aussi, justement. Alors moi j'ai entendu aussi, je ne sais plus où, quand, comment, qu'ils ont aussi inventé des traitements, enfin découvert des traitements pour faire repousser des dents. Mais une fois qu'il n'y a plus de racines, plus rien, comment est-ce qu'ils font pour faire repousser des dents? Donc, Si on je avance, on va vers l'avant, on découvre des nouvelles choses. Peut-être que tout ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est plus Oui. d'utilité, il y aura d'autres choses. Donc, à chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau. Après, soyons attentifs aussi, essayons de comprendre qu'est-ce qui fait que ça repousse. Est-ce Moi, que pardon, voilà, j'avais cru comprendre, pardon, j'avais cru comprendre que, justement, pour revenir à ce qu'elle a dit, que c'était les cheveux dormants qui étaient relancés. Et voilà, les cheveux dormants, depuis très longtemps, pouvaient être remis en route. Donc, le bulbe est vraiment dormant, en fait. La papille est vraiment dormante, mais encore présente. Ouais. tant qu'il y a encore de la vie, même si ça dort, donc tout est Ok. possible. Ouais. Si je peux me permettre, moi lundi j'étais en formation à Paris, il y avait une dermographe qui assistait à la formation et justement elle s'occupe de ce type de cas. Et donc quand il y a de la vie, elle peut relancer l'activité effectivement et donc réenclencher une repousse de cheveux.
mais ça commence à se faire connaître ici en France, mais c'est encore très très récent. Elle a fait la Avec formation. Hélène. Non, voilà, je crois qu'elle s'appelle Marjorie, elle est sur Lyon et elle vient sur Paris, je crois, tous les 15 jours d'ailleurs. Et c'était hyper intéressant ce qu'elle racontait effectivement. Donc c'est pour ça qu'elle venait faire la formation sur la chute pour comprendre, parce que tout ce qui est problématique, elle peut absolument pas faire de traitement, elle ne peut pas réenclencher quoi que ce soit si le cuir chevelu est irrité, s'il y a des problématiques. Donc, il faut un cuir chevelu absolument sain, parce qu'elle vient faire un peu. En fait, c'est du hair needling, comme on peut voir. Voilà, c'est un peu ce principe-là. Voilà. Ah oui. Non, non, il Donc, en existe des choses. C'est vrai qu'il ouais. existe aussi pour les pelades. Donc, il y a un médicament qui est sorti. Donc, il n'est pas encore mis en route. Je ne sais plus le nom de ce médicament. Mais il faut voir à long terme Mhm. après les C'est effets que ça. ça donne. Parce que c'est pas tout le monde Non. peut accéder. OK, on avance? Une petite question. Sylvie, tu parles de Marjorie Pavlenka, c'est ça? Oui. D'accord. Bah, elle fait partie du groupe, mais elle ne pouvait pas l'avoir en direct aujourd'hui. Mais elle aura les informations. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. Merci pour ton intervention. Parfait. Merci. Donc, je continue. Là, je ne vais plus vous voir pour que je puisse voir ce qu'elle dit. Alors voilà, donc on parlait des alopécies, voilà ce qui est temporaire, cicatriciel et pseudo-alopécie. Donc quelle est la différence? Donc quand c'est temporaire et transitoire, donc on a le follicule pileux qu'il est intact, donc le cheveu va tomber, il va repousser, que ce soit les chutes journalières comme les chutes saisonnières ou bien juste des, des moments auxquels on a été, bon, par exemple une forte fièvre ou bien une opération. Donc on a eu cette chute qui s'appelle transitoire parce que le cheveu va repousser derrière. Après, quand on a cette chute de cheveux permanente, donc un défluvium, ça veut dire que le follicule pileux, il a eu cette cicatrisation, donc il a été enflammé, infecté, donc ça fait une cicatrice. Et là, donc c'est plutôt un avis médical, donc c'est pas quelque chose qu'on peut traiter. Et là, si c'est cicatrisé, donc le cheveu ne va pas pousser. Après, nous avons cette apparence de chute euh, de cheveux qui est réelle, ce qui fait, enfin, on dit une apparence parce qu'on a l'impression d'avoir moins de cheveux, mais c'est plutôt des cheveux qui se sont affinés, comme on voit un petit peu dans l'image. C'est des cheveux qui sont devenus toujours plus fins. Puis c'est vrai, on le voit quand les personnes, ils ont passé 60, 70 ans, 80 ans, ils disent, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de cheveux et maintenant j'en ai beaucoup perdu. Oui, quelques-uns, ils ont été perdus parce que les follicules pileux diminuent, mais la majorité des cheveux se sont affinés. Donc avec le temps, le cheveu devient plus fin. C'est pas qu'elle a moins de cheveux, mais elle a plutôt un cheveu qui est devenu beaucoup plus véloce, enfin plus fin. Là, nous avons notre image, donc où 85%, donc c'est en phase anagène, comme on l'a vu tout à l'heure. Comme vous pouvez voir, quand le cheveu se décroche du follicule pileux, donc de la papille dermique, on voit que la papille dermique, elle reste au fond, et le follicule pileux monte à la surface jusqu'à ce que le cheveu est expulsé par le nouveau cheveu. Donc, l'élimination du cheveu auquel il est en sommeil. Donc, on a parlé de la phase exogène. Donc, la phase exogène, c'est cette phase où donc le cheveu tombe et il y a ce moment de repos. Et nous n'avons pas de cheveux à ce moment-là. Comme vous pouvez le voir, l'avant-dernière image, il n'y a pas encore de cheveux en croissance. Et nous avons le cheveu qui va tomber. Donc, à ce moment-là, on peut voir une chute de cheveux un peu importante quand on fait un shampoing, quand on fait un brossage du cheveu. Donc, le cheveu peut tomber à ce moment-là. Et la dernière phase, c'est le nouveau cheveu qui va pousser le cheveu qui doit tomber. Donc, c'est un cheveu de remplacement. Donc, remplace le nouveau cheveu. Donc, ça, c'est un graphisme qui est assez connu. Après, nous avons aussi la phase, bon ça, Ah, voilà. je ne répète pas, je l'ai déjà dit, la phase exogène.
Anna Rita, lors d'une opération, le mois qui suit, souvent, on perd aussi ses cheveux. Là, c'est lié au produit de l'anesthésie éventuellement. Alors oui, l'organisme a un choc. Donc le choc, oui, quand on fait l'anesthésie, ben, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Donc là, ça fait un choc pour le follicule pileux. Il arrête pas tous, hein. Donc on n'est pas chauve en 3 mois après, mais il est plus sensible ceux qui étaient déjà en phase d'être plus avancée ou moins avancée. Donc c'est normal qu'on ait une chute de cheveux un peu plus importante. C'est par rapport à l'impact que l'organisme a eu durant à cette période de l'opération. Ça peut être même une opération de dents, hein, auquel on n'a pas fait une anesthésie complète, totale, mais il y a eu une petite anesthésie. Et puis, 3 mois après, on a une chute de cheveux un peu plus importante. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir que s'est-il passé 3 mois avant, 3, 4 mois, euh, quand une personne a une chute de cheveux plus importante, parce que c'est là on peut comprendre qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché cette chute. Ok. Merci. De rien. Là, on voit la différence entre qu'est-ce qu'un effluvium et qu'est-ce qu'un défluvium. Donc déjà, dans la vitesse d'appareil, enfin le fait de les chutes de cheveux qui tombent à ce moment-là, quand c'est un effluvium, c'est souvent brutal et rapide. Donc une chute de cheveux un peu plus importante sur le moment, c'est un effluvium. Donc ça va être réversible. Les clientes, ils ont plus peur quand ils voient tomber leurs cheveux que quand ils les voient pas tomber. Ça c'est normal, mais il faut s'inquiéter, faire attention, enfin observer le côté du défluvium parce que c'est plutôt lent et progressif. Ça veut dire que l'aspect du cheveu, donc quand c'est un effluvium, il est sain, il tombe en entier, mais quand c'est un défluvium, et donc il devient toujours plus fin. Donc le nouveau cheveu repousse, mais plus fin. Donc ça veut dire que le follicule pileux, il est en train de s'atrophier et le cheveu qui doit pousser de ce follicule pileux devient toujours plus fin, devient un duvet. Et quand c'est un effluvium, la chute de cheveux se trouve en général partout, que ce soit dessus, sur les côtés, derrière. Mais par contre, le défluvium, c'est des zones qui sont plutôt spécifiques. Chez les hommes, bon, on a les golfs, la partie du frontal, la partie du haut, et le sommet de la tête. Chez les femmes, bon, on a la bordure qui reste un peu intacte, mais c'est plutôt le côté de l'oreille, c'est la partie du dessus qui diminue. Et que peut faire le coiffeur? Donc, si c'est un effluvium, oui, on peut avoir nos produits experts et les massages, les lotions pour pouvoir stimuler le nouveau cheveu qui va pousser derrière. Donc, l'importance, nous, on ne doit pas rattraper les cheveux qui doivent tomber. De toute façon, à savoir que ça fait déjà 3 mois qu'ils se sont décrochés et ils vont de toute façon tomber. Non, on peut pas les rattraper ou freiner une chute de cheveux. Il faut les laisser partir. Ce qui nous intéresse, c'est de fortifier et de stimuler les nouveaux cheveux qui doivent pousser. Donc, comment dire, pour les clients, donc il faut les rassurer pour qu'ils puissent comprendre que voilà, ça c'est des cheveux qui doivent partir pour donner place aux nouveaux cheveux qu'il y a derrière. Mais comprendre aussi quelle est la cause de cette chute de cheveux pour pouvoir en prendre note et prendre les précautions nécessaires pour rééquilibrer ce côté-là. Quand c'est un défluvium donc irréversible, donc là aussi il faut, oui, on l'accompagne avec nos produits, nos massages, mais il faut aussi l'envoyer chez un médecin, donc un avis médical, pour qu'il puisse comprendre s'il n'y a pas une inflammation qui vient plutôt depuis l'intérieur que nous on peut rien faire à ce moment-là. Donc un diagnostic est important. Et quand on fait un diagnostic avec la personne, donc une évaluation, pas vraiment un diagnostic, donc on n'est pas des médecins, donc on va évaluer, essayer de comprendre qu'est-ce qui a causé cette chute. Ça peut rassurer aussi le client parce que le client il ne sait pas du tout, donc il comprend pas qu'est-ce qui lui arrive. Et c'est à nous de lui faire comprendre, voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut y remédier? Et il faut pas qu'ils prennent plus peur que ça. Parce qu'il peut arriver, ben voilà, le client va voir son effluvium, donc ses cheveux qui tombent un peu plus que d'habitude, et il va se stresser. Plus il se stresse, plus de cheveux ils peuvent tomber. Donc il faut qu'on puisse le rassurer pour ce que déjà c'est une chose de moins à travailler après, donc qu'il puisse se rassurer et se prendre en main.
Annalita, excuse-moi, je peux Ah, t'interrompre? oui, bien sûr. Parce que ce que tu dis, c'est tellement intéressant que j'ai Oui, envie de te poser une question. Tu dis que on peut pas ralentir une chute de cheveux. C'est-à-dire que chaque fois que l'on dit, ou toutes les publicités qu'on voit à la télé, moi le premier quand j'étais en salon, et je pense que beaucoup dans la salle, tout au moins ici, on dit souvent on va ralentir la chute de cheveux. Est-ce que on peut pas la ralentir comme tu dis vraiment et on peut simplement travailler sur ce qui va arriver, c'est ça? Exactement. ouais, c'est ce que je voulais dire aussi. On retient pas les cheveux qui doivent tomber. Il va savoir que ce cheveu qui est en train de tomber, ça fait déjà 3 mois qu'il est décroché, donc il va de toute façon tomber. Donc si on, oui, alors on peut le freiner pour pas qu'il tombe tout de suite. Ça veut dire qu'on va apporter nos lotions pour fortifier la gaine épithéliale, qu'elle devient plus solide, puis va maintenir ce cheveu. Mais à savoir qu'il y a l'autre cheveu derrière qui doit pousser. Donc il a fini son cycle, il a fini au justement, ou bien il avait pas fini son cycle de vie, donc il doit tomber, il va tomber parce qu'il a eu un choc. Mais celui qui est derrière, c'est celui-là qu'on doit stimuler, qu'on doit renforcer. C'est pas le Ok, cheveu qui doit tomber, Donc, c'est celui-là. la régénération, en fait. super. Il me vient à l'idée un peu, c'est comme les enfants, quand ils ont grandi, à un moment donné, ils veulent partir de la maison. On peut pas les retenir. Donc, ils doivent faire Bah, le moi, je chemin. les ai attachés, hein, ils ont pas bougé. Parce que Laetitia, alors je rebondis aussi sur ce que dit Marco, parce que c'est vrai que j'ai trouvé ça super intéressant, parce que c'est vrai que souvent on dit on va vous freiner la chute de cheveux, et en fait du coup c'est pas vrai. Après, on emmène la cliente dans un protocole et qu'on stimule, est-ce qu'il peut y avoir un pic qui soit encore plus important de chute de cheveux? Et souvent les gens, quand il y a un pic comme ça de chute de cheveux, ils se disent mais non, ça fonctionne pas, c'est encore pire qu'avant. Un peu comme les crises aiguës, voilà, quand il y a un rétablissement de la santé où on peut être encore plus mal que, mais c'est un peu une phase de ce qu'on appelle un peu une phase de guérison. Comment on peut l'expliquer ça aux gens? On l'explique un peu comme tu viens de le dire en fait. Alors, quand on va stimuler, donc c'est une chute de cheveux importante, puis on va pas regarder la cause, d'où vient le problème, puis on se dit, ben voilà, on va mettre des lotions stimulantes. Alors, tout ce qui stimule, c'est une inflammation, donc elle va être stimulée, cette inflammation. C'est une infection, ça va être stimulé, donc tout va être stimulé. Alors, le cheveu qui doit tomber à ce moment-là, que va-t-il se passer? Donc, ça va être stimulé, donc il va tomber plus rapidement. Excuse-moi, Narita, je peux intervenir? Oui? Oui, effectivement, lorsque on met en place un traitement anti-chute, on nous apprend qu'il y a un phénomène d'accélération de chute, non pas parce qu'on booste la chute, mais il y a un travail de grand nettoyage qui se fait, et ce qui fait que la chute devient plus intense, parce que effectivement ce cheveu qui est déjà destiné à tomber va du coup se détacher plus rapidement et tomber. Dis-moi si je me trompe déjà sur cette première phase, ce premier effet dès le début d'un traitement anti-chute. Alors, savoir avant de commencer, bon, je vais te répondre, mais je vais te dire déjà ça avant de commencer un traitement anti-chute, il faut comprendre qu'est-ce qui a provoqué cette chute de cheveux. Donc, si c'est une chute de cheveux saisonnière, là maintenant, ben, on est au printemps, bon, on va stimuler, ok, là, on peut aller faire stimuler cette chute de cheveux. Le fait de masser, d'activer, bien sûr, on a les cheveux qui doivent tomber, donc ils vont tomber. Il peut y avoir la première phase, le premier mois, des cheveux, un peu plus de cheveux qui vont tomber sur le moment. Mais après, s'il y a une inflammation dans le follicule pileux ou une inflammation de la peau, d'abord, ben, il faut comprendre d'où elle vient cette inflammation. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette inflammation? Est-ce que c'est le sébum? Est-ce que c'est dans l'alimentation? Est-ce que c'est des produits mal utilisés? Donc, il faut d'abord calmer l'inflammation, enlever ben, qu'est-ce qui a provoqué cette inflammation, cette chute de cheveux importante, et après, on va stimuler. Donc, on va pas stimuler avant de comprendre qu'est-ce qui a provoqué cette chute un peu plus importante. Et lorsqu'on fait un pull test et on se rend compte que le bulbe il est blanc, est-ce que on doit tout de même conseiller la cliente de faire un traitement, même de chute saisonnière, ou on laisse le cycle naturel du cheveu se faire? Bon, le traitement, il n'y a rien de mal. Le traitement, on devrait tous les faire normalement à longueur de l'année parce que tous les jours, on perd des cheveux, pas seulement en chute saisonnière. Mais quand c'est blanc, il faut regarder bah, la quantité de cheveux qui tombent, des cheveux blancs. Puis surtout la longueur de cheveux. Parce que si c'est un cheveu, bah, une personne qui a des longs cheveux, bah, voilà, comme moi jusqu'aux épaules, où il y a une longueur, je sais pas, de 25-30 cm,
Et si je vais faire un pull test à ce moment-là, et puis j'ai beaucoup de cheveux, quelques cheveux longs et puis beaucoup de cheveux courts, alors là, il y a quelque chose à faire. Parce que c'est des cheveux courts, le ciseau, il n'a pas été à l'intérieur, il a été que sur la pointe. Donc on voit aussi quand le cheveu est plus court, la pointe, si elle est fine, c'est un cheveu qui n'a pas été coupé, donc c'est un cheveu qui a vécu beaucoup plus court. Donc s'il y en a beaucoup de cette quantité-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose en profondeur qu'il faut regarder. S'il n'y en a pas autant, donc ils sont tous des lents, qui sont longs, les cheveux, donc c'est là, ils ont fini leur cycle de vie, donc c'est une chute normale. Il y a des périodes où ça tombe un peu plus que d'autres. Intéressant. Merci. De rien. Merci pour les questions. Je peux intervenir 2 secondes? Ah non, à nouveau, toi, Ah, non. désolé. Là, je suis en train de penser à Virginie parce que tout à l'heure on s'est écrit, qui est à Saint-Tropez et qui a une très belle clientèle homme et elle me disait que donc sa plus grosse, je dirais, problématique elle a chez les hommes et il se dévoile bien entendu parce qu'il y a que des hommes, c'est la chute de cheveux. Et je pense qu'il y en a pas mal. Donc, moi, j'aimerais juste revenir malheureusement, il y en a qui vont pas comprendre, mais bon, c'est au moins pour ceux qui vont comprendre. Rappelez-vous, quand j'ai fait la formation de marketing et la formation de marketing à réponse directe, on doit aller identifier, bien entendu, notre cible de clients. Donc là, notre cible de clients, ce serait bien entendu les personnes qui ont des chutes de cheveux. Et un moyen qui fonctionne bien avant de leur envoyer les 7 conseils qu'on pourrait donner, comme vient de faire Annalita, c'est de leur dire que, par exemple, c'est une idée qui m'est venue comme ça, hein. On vous a souvent parlé de ralentir la chute de cheveux, et si on se focalisait plutôt sur ceux qui vont repousser, les rendre encore plus forts. Ça peut être une méthode. Pourquoi? Parce que souvent, les clients n'ont plus confiance en nous pour certaines choses qu'on leur a promis qui ne se sont pas passées. Et donc ça, dans le marketing à réponse directe, ça peut être très important. En tous les cas, voilà, je voulais le dire pour Virginie et pour toutes les personnes qui travaillent vraiment sur ça, ça peut être un moyen de travailler. Voilà. Et bien entendu, pour ceux qui seront au séminaire, on ira en plus en profondeur. Voilà, ça n'avait pas forcément à voir, mais un petit peu à voir quand même. Merci beaucoup. De rien, merci Marco. C'est vrai que si on veut faire des affaires, il faut être encore plus précis dans ce que nous faisons. Donc, n'allons pas sauver les cheveux qui sont déjà morts, allons sauver les cheveux qui doivent pousser derrière. Donc, en aidant aussi le client d'aller voir donc un avis médical tout en les accompagnant avec nos protocoles de traitement, de soins et de stimulation. Anna, je Oui. peux? Je Non. vois que dans les messages, il y a quelqu'un qui a demandé concernant les alopécies de traction. Est-ce que tu vois quand on met des extensions ou quand il y a des filles qui font beaucoup de queue, est-ce que le fait qu'elles perdent leurs cheveux à cause de ça, on peut les faire repousser ou pas? Oui, tant qu'il y a encore des cheveux, c'est toujours possible. Mais il faut qu'elle arrête de faire les tractions, il faut qu'elle arrête de les tirer, de les attacher. Et là, on peut les stimuler donc avec du massage, avec des lotions stimulantes. Donc à ce moment-là, si c'est par traction, il faut arrêter ce qui provoque le cassement, donc le cheveu qui casse et le cheveu qui s'affaiblit. Donc arrêter ça et puis pouvoir masser et stimuler. Ok? Merci. Eh oui. Voilà, donc on a vu tout à l'heure les chutes naturelles, donc les chutes physiologiques. Donc la chute normale, comme nous avons pu voir, nous avons entre 50 et 150 de cheveux par jour. Tout dépend de la quantité de cheveux que nous avons sur le cuir chevelu. Et la chute saisonnière, donc on en a beaucoup plus de cheveux qui tombent à ce moment-là, entre 4 et 6 semaines, puisque c'est au printemps et en automne. Donc là, on peut faire aussi des cures. Vous avez déjà entendu des personnes, je pense que vous le faites aussi des fois, des cures de détox pour l'organisme qui se font au printemps et se fait en automne. Donc parce que c'est la période où notre organisme, qui est déjà naturellement qui fait son moment de détox, et là, on peut introduire donc des aliments complémentaires, des cures pour pouvoir fortifier non seulement notre organisme, mais notre cuir chevelu. Comme là, par exemple, nous avons la biotine, le zinc, la cystine, B6.
Donc, c'est des compléments alimentaires qu'on peut apporter. Donc, là, si une personne est en bonne santé, donc on peut leur conseiller. Donc, on va pas leur faire de recettes ou bien d'écrire ce qu'elles doivent prendre. On peut leur conseiller, leur en parler. Et puis, c'est la personne même qui va voir après, donc même avec son médecin, si elle a des pathologies, voir si elle peut les prendre ou pas. Donc, ça, c'est pour soutenir la repousse, donc la repousse saisonnière. Donc, c'est un cycle naturel, physiologique. Donc, de toute façon, ça se fait, on peut pas empêcher, mais ça se fait, donc ça, c'est réversible. Anna Rita, est-ce que éventuellement, enfin moi j'avais vu passer une fois la demande d'une prise de sang pour le médecin en cas de chute. Est-ce qu'on pourrait la revoir un peu pour proposer vraiment les choses à demander, particulièrement concernant la chute? Le manque de, voilà, de... Voilà, quels sont les points qu'on peut demander au médecin? Oui, Alors oui. là, on va pas le voir aujourd'hui, mais je pourrais le préparer et puis le partager dans le groupe, ou bien je donnerai à Marco et puis ceux qui le veulent. Donc moi, j'ai pas les coordonnées de tout le monde, et puis qu'il peut le partager. Donc je vais le. Oui, Après, merci. question. Anna-Rita, il suffit de le partager sur le groupe d'accompagnement, tout simplement, hein. Ah voilà, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont pas dans le groupe. Je sais pas, ils sont tous dans le groupe? Ah bah ceux qui font l'accompagnement, ils sont tous dans le groupe. Après, on peut le mettre aussi sur le groupe Artemoda, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas souhaité aller un peu plus loin, mais moi je pense que ça intéresse surtout les personnes qui sont dans l'accompagnement. Et il y en a qui sont Ça marche. Tu l'avais proposé, Marco, déjà une fois, je pense, hein. C'était Ida qui l'avait demandé, mais je ne sais plus sur quel groupe tu avais mis ça. Après, C'était Ida qui l'avait demandé? Oui, Ah, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on va le remettre là, comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ok. qu'un seul groupe, c'est celui-là. Et le problème, c'est rappelez-vous la loi de Pareto, quand on a fait la formation de marketing, 80% d'action, 20% de résultats. Donc, on va essayer de faire recentrer sur ici pour qu'il y ait 80% de résultats pour 20% d'action. Donc, on va Ok. tout mettre là-dessus. D'accord? Ok, parfait, Merci, merci. Gisèle. Après, question prise de sang, ça, c'est déjà qu'il en parle à son médecin. Donc, le médecin sait un peu plus de ce qu'il a besoin de faire comme prise de sang. Donc, à savoir que le fer, déjà, on en a parlé, hein, donc le fer apporte l'oxygène. Ça, c'est quelque chose qui est important. S'il y en a un manque de fer, donc il manque aussi de l'oxygène dans le follicule pileux. Et ça, c'est quelque chose, à demander. Puis après, les systèmes immunitaires, il y a plusieurs points. Donc, je vais pas les prendre aujourd'hui, mais j'ai noté pour la suite. Merci. Voilà. D'autres facteurs qui provoquent aussi une chute de cheveux. Donc, on a parlé du sébum. Donc là aussi, c'est une photo fictive, hein, donc c'est pas une vraie photo. Donc le sébum, lorsqu'il y a une séborrhée ou une hyperséborrhée, on a parlé de Malassezia, on a parlé de d'Emodex. Donc plus il y a de sébum, plus il y a une hyperséborrhée, plus il y a donc ces acariens et ces champignons qui se développent. Que se passe-t-il? Donc le gras va asphyxier l'ancrage, donc le follicule pileux, donc l'intérieur du follicule pileux, va asphyxier aussi la partie supérieure donc de la peau, de l'épiderme. Et ces acariens, donc ces bactéries, lorsqu'ils mangent le sébum, bien sûr, ils vont les digérer, puis ils vont éjecter aussi leurs excréments. Et c'est ça qui peut provoquer aussi des irritations sur la peau et des inflammations du follicule pileux, parce que ça déplace aussi le pH, donc va être, question sébum, ça va être encore plus acide et va ronger donc le follicule pileux. Donc c'est là important de bien laver et bien irriguer le cuir chevelu. Il faut pas laisser le sébum faire des cures de sébum comme beaucoup de personnes ont eu fait, parce que ce n'est pas bon du tout pour le follicule pileux. Après, on a une folliculite. Donc là, c'est complètement différent. Une folliculite, c'est une inflammation que nous avons dans le follicule pileux. Et au milieu donc de ce bouton, donc c'est un petit bouton, au milieu il y a le cheveu, donc c'est vraiment quelque chose qui vient depuis le follicule pileux. Et ne pas confondre avec les kystes, donc là on peut avoir un peu l'idée d'un kyste. Le kyste ne vient pas du follicule pileux directement,
mais va compresser tous les cheveux qui sont alentour. Donc ce kyste peut grandir. Donc c'est fait aussi par du gras, par du sébum, mais à l'intérieur de la peau. Et le fait qu'il grossit peut compresser les follicules pileux qui sont aux alentours et peut provoquer des inflammations. Donc là, ça, c'est plutôt à voir avec aussi un médecin. Donc les kystes, sébacées et loupes. Là, on va y revenir aussi dans les prochaines slides. Donc, question de pathologie et maladie, les choses que nous pouvons pas trop y toucher parce que c'est plutôt voir avec le médecin. On peut chercher à garder l'équilibre, hein, comme par exemple la dermatite séborréique. Donc, c'est déjà une maladie auto-immune. Donc, c'est quelque chose qui se peut créer à cause de l'intérieur de l'organisme. Donc, le sébum, il est plus présent et il est aussi en déséquilibre. Que va-t-il faire lorsque le sébum est en déséquilibre? Donc, il va se coller sur la peau, ça va faire des plaques, des squames grasses et la peau va devenir rouge. Et là, il y a l'humidité, donc nous avons ce champignon, le Malassezia, qui va se proliférer à ces endroits-là. Et bien sûr, la peau, le fait qu'elle devient rouge, ça fait cette dermatite. Et ces plaques vont étouffer le cheveu. Et ce qui se passe aussi, c'est que les personnes vont essayer de gratter. Donc, ils disent, mais j'ai des croûtes. Donc, ils vont gratter ces squames qui sont collés sur le cheveu et sur le cuir chevelu. Et en faisant ça, ils risquent d'arracher des cheveux qui sont adhérés à ces plaques. Donc, il faut surtout pas frotter, il faut surtout pas gratter. Donc, il faut plutôt adoucir. Et en douceur, ça ne part pas en une fois. Donc, il faut le faire en plusieurs fois et garder l'équilibre par rapport au sébum. Après, on parle aussi de l'acné du cuir chevelu. Donc, nous avons aussi cette prolifération de cette bactérie qui qui fait donc l'acné, les boutons. Donc, c'est aussi différent que une folliculite. C'est des boutons plutôt rouges, douloureux à la racine du cheveu. La différence avec les folliculites, ça fait aussi des pustules blanches et peut aussi créer des inflammations, des infections cutanées, donc qui peuvent prendre, je vais vous montrer après des images plus tard, qui peuvent prendre le cuir chevelu, enfin rendre cicatrisant le cuir chevelu. Donc les folliculites peuvent être vraiment très graves. Il faut jamais gratter, il faut jamais essayer de gratter ces boutons parce que là ça fait des inflammations et le cheveu donc il va tomber à ce moment-là. La comparaison entre la folliculite et l'acné, comme vous pouvez voir, les causes, c'est des bactéries. Quand on a le cuir chevelu qui démange, on a du sébum sur le cuir chevelu. Oh, santé. Pardon, merci. Et donc, ce sébum sur le cuir chevelu, donc on va gratter parce que ça démange. Et lorsqu'on va gratter, on fait ces micro-lésions avec les ongles et les bactéries vont entrer dans ces micro-lésions et vont infecter, donc vont faire ces boutons. Donc, et les boutons peuvent être rouges avec du peu, peuvent être aussi douloureux parce qu'il y a de la rougeur autour. Et on le trouve un peu sur le cuir chevelu, sur la barbe, aussi sur les fesses, on peut en trouver, donc des boutons un petit peu partout. C'est surtout les endroits où ça frotte. Par frottement, on peut en trouver aussi dans la nuque, là dû soit à la tondeuse qui a frotté sur le cuir chevelu quand on a fait une coupe très courte. Une tondeuse qui n'est pas désinfectée comme il se doit peut provoquer une folliculite. Peut avoir aussi les cols des chemises qui frottent à ces endroits-là. Donc, c'est beaucoup par frottement. C'est pour ça que je parle que quand on va gratter avec les ongles, ça démange, ça gratte, c'est un frottement. Tout ce qui est frottement peut provoquer une folliculite. Donc, c'est les bactéries de l'extérieur qui rentrent à l'intérieur du follicule et causent des boutons. À l'inverse, l'acné, donc la cause ne vient pas depuis l'extérieur, mais vient plutôt depuis l'intérieur. Donc, on a le sébum qui peut être aussi de mauvaise qualité, qui rend aussi par l'oxydation, donc peut rendre des points noirs, des points blancs, des kystes. Donc, le sébum cause différentes anomalies.
Et les zones qui sont plutôt touchées, ben oui, nous avons le visage, on a le dos, on a le thorax, c'est là où il y a les boutons qui sont plus présents. Donc on n'a pas sur les bras ou bien sur les jambes ou sur le ventre, c'est plutôt la partie du haut, là où nous avons le sébum qui est beaucoup plus concentré. Donc bien distinguer les deux. Donc on voit un bouton, est-ce que c'est une folliculite ou si c'est un bouton d'acné? Qu'est-ce qui est, pour le savoir, faut savoir qu'est-ce qui l'a provoqué. Est-ce que nous avons eu des démangeaisons puis on a gratté, donc ça a créé une folliculite, ou bien c'est la question d'hormones, les hormones qui entre le testostérone et puis les œstrogènes, donc qui fait que il y a les boutons qui se développent et sont plus présents. Donc bien distinguer les deux. On peut avoir justement de l'acné aussi sur le cuir chevelu. Des fluviums, quand c'est réversible, quand je vous parlais justement que chez la femme, c'est plutôt la partie du sommet, l'arrêt qui s'ouvre toujours plus. Donc nous avons le cheveu qui diminue, qui devient toujours plus fin. À chaque cycle, un nouveau cheveu pousse et pousse plus finement. L'origine, souvent, c'est héréditaire, c'est une alopécie androgénétique. Donc, quand c'est héréditaire, ça veut dire que de toute façon, tôt ou tard, on peut freiner, on peut dire, en gardant l'équilibre pour que ça vienne pas plus vite. Mais si déjà dans la famille, donc vu que c'est héréditaire, ils sont déjà pratiquement tous comme ça, donc à savoir que la personne va aussi arriver dans ce stade-là. À moins qu'elle fait un régime draconien où elle fait attention à tous les détails, l'alimentation, jusqu'à la dernière petite molécule qui est très compliquée. Donc là, elle pourrait éviter de se retrouver dans ce stade. Donc quand c'est héréditaire, on peut, oui, faire des massages, on peut faire des traitements, mais on peut pas empêcher. Donc là, nous avons dans ce cas-là aussi le follicule qui va se scléroser, donc qui va s'endurcir. Et le fait qu'il s'endurcit, donc le cheveu, il a moins sa place, donc il va être moins présent. C'est comme une plante, je sais pas si vous avez déjà vu, ces plantes araignées, on peut dire, j'en ai une moi, que quand je l'oublie de l'arroser, la terre elle devient très sèche, parce que c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau. Alors mes feuilles, au lieu d'être des feuilles larges, et normalement elles sont presque 2 centimètres, là je me retrouve avec des feuilles de 5 millimètres et beaucoup plus courtes. Alors ça fait penser à un cuir chevelu quand il est mal irrigué, mal nourri. Donc le cheveu, le suivant qui pousse juste derrière, moi, il est beaucoup plus fin. Donc là, bien sûr, ma plante, je lui remets de l'eau, je la baigne à nouveau. Alors là, ses feuilles reprennent à nouveau, elles sont à nouveau larges et belles comme au départ. Et la même chose, donc le cuir chevelu, c'est le terrain de la plante, donc la plante, les cheveux. Donc si le cuir chevelu est en équilibre, le cheveu peut pousser aussi en équilibre. Donc là, j'ai mis bien le point d'exclamation au bas de la page qui dit que ne pas confondre donc le cheveu fin entre l'alopécie androgénétique et le dérèglement de la thyroïde. Pourquoi? Parce que ça se ressemble, mais c'est complètement différent. Voilà la différence entre les deux. La miniaturisation, le cheveu qui s'affine, on l'a dans les deux cas. Dans l'alopécie androgénétique, le follicule physiquement va se rétrécir et c'est sous l'effet de la DHT. À savoir que nous avons une enzyme qui est présente dans nos follicules pileux, c'est l'enzyme la 5-alpha-réductase qui va transformer le testostérone en dihydrotestostérone, ce qui signifie donc la DHT. Donc ça veut dire que cette miniaturisation donc est irréversible. Donc le follicule pileux, il est avec le temps donc se déstructure, donc devient toujours plus fin et à la longue jusqu'à ce qu'il disparaît. Chez les femmes, là, les cheveux, vous avez déjà remarqué, les femmes à un certain âge ou bien même, des fois même plus jeunes, la partie du dessus, elle est parsemée. Donc la raie, elle est plus large, on n'a plus cette belle raie nette et bien présente, donc elle devient plus large, le cheveu est beaucoup plus fin, la partie du haut. Et donc ça, c'est une alopécie androgénétique. Par contre, les troubles de la glande thyroïde, que ce soit hypothyroïde ou hyperthyroïde,
Donc, le métabolisme, soit il accélère, soit il ralentit. Et le cheveu, donc, c'est pas que sur le sommet de la tête, mais ça peut prendre toute la chevelure, sur toute la tête entière. En fait, quand on regarde avec la microcaméra, avec la 50, où on peut voir les cheveux sur l'écran, quand c'est une alopécie androgénétique, nous pouvons voir des cheveux normaux, donc leur grandeur normale, et des cheveux qui sont beaucoup plus fins. Donc, c'est ça, l'alopécie androgénétique, c'est des cheveux qui deviennent plus fins à l'intérieur de la chevelure. Tandis que le trouble thyroïdien, ce sont tous les cheveux qui deviennent plus fins. Ce n'est pas seulement quelques cheveux.